ce soir, pour moi, hein, pardon, je parle de la France et il est 20h30 en France. Donc pour moi, ce soir, c'est l'occasion de vous présenter une conférence qui s'est intitulée «De mourir, pourrions-nous douter?» Et j'ai donc quelques conflits d'intérêts avec la coordination de deux ouvrages et puis un autre dans lequel j'ai développé ce que je vous dis aujourd'hui. Et un petit mot à ma collègue d'écriture, Florence Etourneau, qui est psychologue dans une équipe ressources euh, dans le centre de la France. En France, la politique de développement des soins palliatifs est basée sur la démarche palliative, donc une approche anticipée des soins palliatifs pédiatriques, avec la particularité que la démarche palliative devrait être intégrée dans la pratique de tous les professionnels de santé. Et c'est pourquoi la France a choisi de créer principalement des équipes mobiles et non pas des unités de soins palliatifs spécialisées, que ce soit chez l'adulte ou en pédiatrie. Donc dans les années 90 chez l'adulte, en 2010 pour ce qui concerne les enfants. Ainsi, la notion de niveau qu'on retrouve également à l'EAPC existe en France. Et les unités de soins palliatifs accueillent des patients en situation complexe, mais pas tous les patients qui vont mourir de leur maladie. Donc, en pédiatrie, laisser l'enfant dans son lieu de vie, dans son équipe référente, est encore plus une évidence, je pense que vous la partagez. Et compte tenu de la densité géographique et démographique des territoires français, les équipes ressources de soins palliatifs pédiatriques ont des missions qui sont essentiellement portées sur le professionnel qui est en charge de l'enfant en situation palliative et non sur l'enfant lui-même. Et donc, dans ce contexte, la question de quand, comment nous intervenons s'est posée assez rapidement pour les équipes de soins palliatifs françaises, bien sûr, en dehors des frontières également. Mais clairement, le fait d'intégrer les soins palliatifs pédiatriques à la pratique soignante était essentiel afin de ne pas induire de rupture dans la prise en charge de l'enfant. Et donc, si on s'en réfère à ces deux façons de pratiquer et de définir finalement les soins palliatifs pédiatriques, on peut dire que on pratique des soins palliatifs pédiatriques dès lors qu'une maladie grave raccourcit la vie, et donc l'évolution est mortelle à coup sûr à l'âge pédiatrique. Et on peut dire qu'on pratique des soins palliatifs lorsque l'évolution est potentiellement mortelle à l'âge pédiatrique d'une maladie grave qui menace la vie. Et donc, c'est sur cette pratique-là que je vais discuter ce soir autour de la notion centrale de l'incertitude, en fait, puisque intégrer les soins palliatifs pédiatriques à la pratique soignante nécessite, si on le fait depuis le diagnostic, de travailler avec la notion de l'incertitude, tout au moins pronostique. Donc cette notion d'incertitude se définit, si on prend un dictionnaire lambda, comme ce qui est incertain, bien sûr, imprévu, imprévisible. C'est ce qui est mal connu, ce qui n'a pas de contour net ni précis. Et c'est ce qui engendre une appréhension et un sentiment d'attente face à un événement que l'on pressent, mais dont on ne sait pas vraiment s'il va advenir, ou quand, ni comment. L'incertitude est donc généralement vécue comme une situation inconfortable sur le plan psychique qui vient bousculer nos repères et nos habitudes et qui oblige notre façon de penser, de reconsidérer notre façon de penser, voire de vivre, en tout cas dans la situation qui nous concerne ce soir, la survenue d'une maladie grave potentiellement mortelle. L'incertitude est donc dérangeante et peut être vécue comme dangereuse. Pourtant,
alors que nous voudrions douter d'une des questions les plus existentielles de nos vies, est-ce que vraiment, moi, je vais mourir? C'est une des seules certitudes que l'on a en tant qu'être humain. N'est-ce pas dès lors étrange de se dire que nous ne sommes jamais sûrs de rien sauf de notre mort à venir, et pourtant, qu'est-ce que nous voudrions en douter? N'est-ce pas précisément cette certitude que nous essayons de battre en brèche collectivement et individuellement, chacun de notre place et avec nos moyens, mais en essayant tous de gérer les risques, quels qu'ils soient? Et un des phénomènes les plus puissants est le suivant: tant que rien n'est advenu, tant que l'on redoute, tant que ce que l'on redoute est repoussé, l'espoir est permis. Ainsi, l'incertitude représente un espace-temps où encore tout est possible. C'est comme si les dés étaient jetés, mais pas encore retombés, et que le résultat définitif n'est pas encore connu. Et donc, dès lors, quel étrange paradoxe que cette fin de vie, où c'est la certitude de la mort qui arrive, qui devient angoissante. Nous sommes donc posé la question de comment l'incertitude était vécue par les professionnels, les parents et les enfants eux-mêmes. Et voilà un peu ce qu'on trouve, ce que l'on trouve dans la littérature au sujet des professionnels. Renée Fox est une sociologue américaine qui est née en 1928 et qui a théorisé l'incertitude en médecine dans les années 60. On peut critiquer ses travaux parce qu'elle relie l'incertitude au savoir, mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. La formidable avancée en termes de progrès médical après la Seconde Guerre mondiale explique sans doute les accointances historiques entre savoir et médecine, et explique également qu'à l'époque, ces accointances entre savoir et médecine étaient au premier plan. Et donc, elle théorise l'incertitude en médecine selon 3 niveaux, avec un niveau 1, l'incertitude résulte d'une maîtrise incomplète ou imparfaite du savoir disponible, c'est ce que je ne sais pas. Le niveau 2, c'est l'incertitude qui dépend des limites propres à la connaissance médicale, c'est ce que la science ne sait pas. Et le niveau 3, c'est finalement, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est la science qui ne sait pas. Et donc, c'est la difficulté à distinguer pour un praticien donné ses propres limites ou celles de la science. Alors évidemment, nous n'avons pas vraiment conscience en tant que professionnels de ces niveaux, entre guillemets. Mais en fait, je vous rappelle quand même qu'on a été évalué tout au long de notre formation médicale sur ce que nous savions, et il était même de bon goût de cacher ce que nous ne savions pas. Nous avons donc développé des mécanismes et des comportements de protection pour s'adapter et se protéger. Et là, la littérature fait foison sur cette question-là, avec par exemple les oncologues qui ont développé la rhétorique des statistiques, qui ont développé tout ce qui va être recommandations et avis des pairs via les réunions de concertation pluridisciplinaires, les médecins généralistes qui ont pu développer des accommodements selon, par exemple, les travaux de Géraldine Blois, qui est sociologue française, qui a publié il y a déjà une dizaine d'années maintenant, avec une pratique médicale qui est organisée en 2 axes. La vigilance que l'on accorde au niveau de preuve, et donc si on se trouve très à l'aise avec, qu'on a beaucoup besoin de niveau de preuve, on va devenir médecin d'urgence. Et un autre axe de développement, si on considère beaucoup la plainte profane ou la plainte du patient, un exercice qui va plus être de l'ordre de la psychothérapie. Si on s'attarde maintenant sur l'incertitude vécue par les parents, on peut dire que peu de littérature existe sur ce vécu d'incertitude par les parents, mais notre expérience clinique nous amène à penser qu'elle est toujours présente, bien sûr selon le caractère, le tempérament des parents eux-mêmes,
selon la maladie et le stade évolutif auquel ils sont confrontés, et qu'elle revêt toujours deux faces. Ainsi, on peut se rappeler ces parents qui nous disent, longtemps même après l'annonce diagnostique d'un cancer ou d'une mucoviscidose, que pour eux, ces mots étaient associés à la mort. Et combien de parents nous disent aussi préparer Noël, alors même que nous venons de leur annoncer le décès proche de leur enfant. Occulter, volontairement ou non, consciemment ou non, la réalité de l'incertitude dans le vécu des parents risque au contraire de cristalliser l'une ou l'autre des deux certitudes assénées, c'est-à-dire la certitude de guérison qui est caricaturée en espoir, l'espoir de vivre, ou la certitude de non-guérison qui est caricaturée en absence définitive d'espoir avec la mort assurée. L'incertitude vécue par l'enfant, cette fois, nous avons aussi avec ma collègue psychologue essayé de la théoriser et je vous partage le fruit de nos réflexions ce soir. L'incertitude développementale. Alors, ce qu'on peut dire chez l'enfant, c'est que le doute est probablement constitutionnel de sa pensée de tous les jours, puisque les connaissances nouvelles arrivent chaque jour et il fait des découvertes nouvelles à chaque nouvel événement, à chaque nouvelle situation. Ainsi, l'incertitude fait partie du quotidien de l'enfant. Pourtant, l'enfant semble pétri de certitude. On le voit dans sa manière d'énoncer ses connaissances comme des vérités absolues. On le voit dans sa manière de présenter des expériences, ses expériences, comme ayant une valeur universelle. Et on le voit dans sa façon de se réapproprier sans condition les croyances, les discours, les façons de faire et de penser des adultes influents autour de lui et en premier lieu de ses parents. On peut dire que l'enfant grandit avec l'incertitude, mais sans ses effets négatifs, c'est-à-dire qu'il intègre l'incertitude sur sa valeur objective, ce qui est mal connu. L'incertitude contextuelle, quant à elle, surgit d'un contexte instable et sécurisant, c'est-à-dire quand on se pose la question de ce qui se passe pour l'enfant malade, ce qu'on peut dire, c'est que probablement la maladie, et notamment les répercussions qu'il va observer d'abord dans son corps, ensuite dans l'attitude de ses parents, va plutôt générer des affects négatifs du type colère, tristesse, angoisse, qui sont un peu des copier-coller de ceux de ses parents. À l'égard de ses parents, il peut éprouver de la tristesse, de la colère, puisque ses parents ne sont pas si puissants et protecteurs qu'il le pensait. À l'égard de lui-même, il peut se sentir responsable de ce qui lui arrive et coupable d'infliger des soucis et de la peine à son entourage. Et à l'égard des soignants, une certaine amertume, une colère, parce qu'ils n'ont pas su trouver le médicament qui faisait disparaître les symptômes de la maladie, ou qui lui permettait à lui, enfant, d'être comme avant. Et donc, cette incertitude contextuelle qui surgit de la maladie grave peut évoluer selon l'âge, les pensées de l'enfant, vers une incertitude existentielle où il va interroger son rapport au monde dans quelque chose d'assez interrogatif si les parents lui permettent de ne pas être dans quelque chose d'assez angoissant, voire de très angoissant. Donc ça dépend un petit peu du contexte familial, socio-culturel et socio-économique de la famille. Et également de l'accompagnement qui est offert à l'enfant et ses parents. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que confronté finalement au constat que l'incertitude avait peu de place en médecine, alors qu'elle était probablement vécue de façon assez évidente par les parents et les enfants, on s'est posé la question de savoir quelles étaient les pistes
finalement, quand on était professionnel confronté à la maladie grave de l'enfant, quelles étaient les pistes pour travailler avec cette incertitude, alors que, a priori, il y avait des freins de l'ordre du savoir, de la rhétorique pour les médecins, de l'ordre des émotions pour les médecins, les parents, les enfants. Et donc, comment on peut faire avec ça? Alors, le constat, c'est d'abord que cette incertitude est omniprésente et si je prends, j'ai pas osé prendre le contexte de la pandémie parce qu'il était un peu moins exemplaire que le bug de l'an 2000, avec cette question finalement, que va-t-il se passer le 31 décembre 1999? Est-ce que les ordinateurs vont pouvoir tourner? Comment le monde allait tourner puisque le temps même des horloges semblait être menacé. Et ce bug qui avait été perçu par les protagonistes comme bon, ok, le bug, ça a l'air d'être une arnaque ou du pipeau, comme on dirait en français, mais finalement, on s'est quand même assez bien préparé. On a mis une combinaison anti-menace, anti-extraterrestre et un kit de survie. Donc finalement, travailler avec l'incertitude, c'est d'abord d'en avoir conscience et de nommer l'incertain. Et c'est ce qu'ont d'ailleurs fait, pour reprendre les oncologues dont je parlais tout à l'heure, qui ont introduit dans les années 40 le mot rémission, qui symbolisait une meilleure façon de gérer l'incertitude, qui marquait le pronostic du cancer. La rémission étant cet état pour lequel personne ne pouvait dire s'il s'agissait d'une guérison ou non. Un état qui était caractérisé par la disparition de toute trace de maladie objectivable par les outils disponibles. Donc voilà une des premières pistes, à notre avis, pour travailler avec l'incertitude qui est possiblement difficile à appréhender pour notamment les professionnels de santé. Toujours pour les professionnels de santé, l'idée, c'était de pouvoir, en reprenant les travaux de René Fox, de pouvoir se dire que l'enjeu était de circonscrire cette incertitude avec finalement 3 espèces de repères qui sont, que je vous présente ici. Donc d'abord, ce qui a trait au domaine des croyances, réinterroger ce que l'on croit savoir, les croyances et les dogmes qui traversent les soins palliatifs. Par exemple, ce qu'on entend beaucoup quand on est professionnel de soins palliatifs en pédiatrie, vous avez l'habitude en soins palliatifs, faites-le. Comme s'il suffisait d'avoir l'habitude pour accompagner ses enfants et ses familles vers la mort, vers les deuils, vers la complexité de la vie et des situations. Autre dogme, l'enfant est vulnérable. Ah bon, et pourquoi donc l'enfant serait-il plus ou moins vulnérable qu'un adulte? Quand on voit certains enfants réagir à leur propre mort, on se dit qu'ils sont finalement beaucoup moins vulnérables que les adultes qui l'entourent, qu'un adulte qui va mourir, etc. Troisième dogme, par exemple, les soins palliatifs, c'est pour accepter sa mort, comme si c'était forcément une acceptation à avoir que de mourir. Deuxième repère, chercher ce que l'on pourrait savoir. Ce que l'on pourrait savoir, c'est par exemple des informations médicales, c'est l'information qui sont détenues par les proches, c'est l'avis des pairs. Tout ça, c'est ce que l'on pourrait savoir. On peut aussi, pour la circonscrire, cette incertitude, baliser par des certitudes négatives. Par exemple, je sais
ce qui ne peut pas arriver, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais par contre, je sais ce qui ne peut pas arriver. C'est-à-dire, finalement, ça, je suis sûre que ça n'arrivera pas. Autre propos, j'hésite encore à propos du traitement le plus adapté à l'état de votre enfant. En revanche, je suis certain que ce traitement-là ne lui apportera rien et ne vous apportera rien à vous. Donc, c'est Edgar Morin qui nous met sur cette piste-là, où finalement, voir l'incertitude comme un océan sur lequel il y a des îlots de certitude auxquels on peut s'accrocher en termes de repères, pas forcément s'accrocher en termes de guidage, mais en tout cas en termes de repères pour se diriger sur cet océan. Enfin, et ce sera finalement ma dernière diapositive, troisième piste pour travailler avec l'incertitude, c'est finalement la dépasser. Dépasser cette incertitude de deux façons, à notre avis, l'interdisciplinarité et l'éthique de l'espoir. Donc l'interdisciplinarité, c'est, je pense, vous avez l'habitude, c'est l'idée qu'il faut souvent être plusieurs pour aborder une situation complexe, toutes ces situations finalement qui font notre quotidien en soins palliatifs pédiatriques, en se disant que finalement chacun voit quelque chose de différent dans cette image. Certains peuvent y voir la tête d'un chien, d'autres un archipel d'îles. Et du coup, cette interdisciplinarité va nous permettre d'approcher au mieux non seulement cette incertitude, mais bien sûr le sujet de nos soins qui va être l'enfant et dans un cercle concentrique très proche, ses parents. Enfin, l'éthique de l'espoir, c'est de se dire que soutenir l'espoir sans entretenir l'illusion, avec une certaine vigilance pour repérer les perches qui sont tendues par les parents dans cette ambivalence, ces deux faces de l'incertitude, l'angoisse et l'espoir. Garder en tête que c'est très fluctuant entre l'espoir et l'incertitude, et que l'espoir, selon Serge Dano, peut se transformer au fur et à mesure de la vie qui se raccourcit, passer d'un espoir de guérir à un espoir de se réveiller, à un espoir de ne pas souffrir, quand finalement boire et manger deviennent des espoirs alors que nous les avions cantonnés à des fonctions, et quand le souffle se réduit à un espoir. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Aborder les soins palliatifs sous le prisme justement palliatif, c'est envisager l'incertitude constitutive de notre statut d'être humain. Ce n'est pas faire comme si la mort n'existait pas, mais c'est faire avec ce qu'elle nous apporte de plus humain, la blessure, la faille, l'incertitude qui nous rendent vulnérables, certes, mais qui aussi nous ouvre aux autres, aux enfants, aux parents et à nous-mêmes en tant que professionnels de santé. Voilà un petit peu le panorama que je voulais vous dresser ce soir sur l'incertitude dans le contexte des soins palliatifs pédiatriques et dans ce contexte franco-français de care de second ordre.